Responsabilité de la gendarmerie rwandaise dans la préparation du génocide commis contre les Tutsis entre octobre 1990 et mars 1994. La gendarmerie rwandaise avait pour mission d'assurer la sécurité publique et de mener les enquêtes préliminaires de police pour identifier les fauteurs de troubles et les déférer devant le parquet pour des poursuites judiciaires légales. Au lieu d'accomplir loyalement cette mission, la gendarmerie rwandaise a été impliquée dans la mise en place d'un système répressif visant les Tutsis ciblés uniquement pour les appartenances ethniques et dans le soutien aux pogroms répandus par des politiciens extrémistes Hutus. Commençons par octobre 1990. Parmi les personnes arrêtées par la gendarmerie rwandaise et faussement accusées de complicité avec le FPR, aucune n'avait de dossier de détention avant d'être placée en prison ou entassée dans des stades de football devenus des lieux d'enfermement. Pour certains détenus, les dossiers ont été complétés plusieurs mois après leur arrestation par les agents du service de renseignement qui les faisaient signer auprès des procureurs et des gendarmes et inspecteurs de la police. À cette époque, le service d'inspection de la police dépendait de la gendarmerie, réputé pour sa pratique de la torture afin d'obtenir des aveux. Ces actes de torture se commettaient essentiellement à la criminologie dirigée par le major Laurent Munyakazi. Des officiers français travaillaient aussi à cette unité sous la direction du lieutenant-colonel Michel Robardet. La triste histoire des Tutsis arrêtés à cette époque et détenus parce que soupçonnés à tort d'être des collaborateurs du FPR est longue. Lorsqu'on lit les dossiers rédigés à l'époque par la gendarmerie rwandaise contre ces personnes, on constate qu'elles sont toutes accusées de complicité avec l'ennemi sans aucune preuve matérielle de culpabilité. Tel fut le cas pour 13 agents de l'imprimerie Sieva qui appartenaient à 6 sévaristes. Le service de renseignement a d'abord arrêté Philippe Nyiramigo, chef du personnel, en l'accusant de tenir des réunions pro-FPR dans son bureau. Ils ont ensuite arrêté 4 autres employés, Théophile Kamanzi, qui dirigeait le service d'imprimerie, Faustin Haganda, qui dirigeait le service commercial, Célestin Rutaisire, qui dirigeait le laboratoire, et Oswald de Munyaneza, qui était un agent du service commercial. Toutes ces personnes étaient considérées comme complices du FPR, tout simplement parce qu'elles travaillaient en tant qu'agents Tutsi à l'imprimerie Sieva ou parce qu'elles étaient amies avec Evariste Sissi et autres Tutsis. Ces actes d'accusation figurent, tels que nous venons de le dire, dans les dossiers d'arrestation rédigés par le service de renseignement et fournis à la gendarmerie rwandaise. Le service de renseignement a aussi arrêté des femmes Tutsis qui travaillaient à l'imprimerie Sieva en les accusant faussement d'avoir imprimé des cartes d'identité qu'elles envoyaient au FPR. Les femmes arrêtées étaient les suivantes: Lazia Uwimana, Jeanne Nyirazesa, Marceline Mukamazimaka, Ernestine Mukamurigo, Dativa Mukasekuru et Eugénie Mukanyundo. Ces femmes ont été battues à un point tel que Mukamazimaka en est morte en avril 1991. Mukamurigo a été détenu avec son nourrisson âgé de moins d'1 an. Tous ces Tutsis ont d'abord été détenus et battus à la station de gendarmerie de Gikondo, commandée alors par le lieutenant Barinda, réputé pour sa cruauté. Ils ont ensuite été transférés à la prison centrale de Kigali le 13 octobre 1990. Dans le dossier constitué par le service de renseignement, les accusations contre Mukamazimaka et Mukamurigo mentionnent, je cite, qu'elles ont été employées par l'établissement Sieva pour la contrefaçon de cartes d'identité envoyées aux Inhotanyi. Fin de citation. Le service de renseignement mentionne aussi que la dénonciatrice, je cite, est Léocadie Mukamana. Fin de citation. Rappelons qu'à cette époque, dans un système où les accusés ne bénéficiaient pas de l'assistance d'un avocat ou d'un conseiller juridique, quiconque haïssait un Tutsi pouvait le dénoncer mensongèrement et être cru par le service de renseignement et de gendarmerie sans aucune preuve tangible. Dans les dossiers de tous les agents de l'imprimerie Sieva qui ont été emprisonnés, il est frappant de constater qu'ils ont été dénoncés par une seule dame, Léocadie Mukamana. Cette dame faisait nécessairement partie des proches du régime car on ne voit pas d'autre raison qui expliquerait comment une seule personne puisse dénoncer mensongèrement plus de 10 agents et qu'ils soient tous emprisonnés immédiatement sur la base de cette seule preuve verbale. Nous avons pu accéder à quelques listes de personnes interpellées par la gendarmerie au cours de la première semaine d'arrestation des présumés complices du FPR en 1990. Ces listes ne sont pas exhaustives bien sûr, car le nombre de personnes détenues avoisinait les 10 000. Celles que nous avons pu consulter concernent 248 personnes arrêtées par la station de gendarmerie de Nyarugenge, 80 personnes arrêtées par la station de Nyamirambo et 88 arrêtées par la station de gendarmerie de Gikondo. Le chef d'accusation reproduit sur ces listes prouve que ces personnes ont été abusivement arrêtées sans aucun motif sérieux ni aucun indice de culpabilité
et qu'elles ont été détenues sous le seul mobile des traits de Tutsi, soupçonnés par nature d'être des complices de FPR, pour le seul fait de cette appartenance au groupe ethnique Tutsi. Les dossiers de la brigade de gendarmerie de Nyarugenge ont été confectionnés par les gendarmes suivants. Respectivement, le lieutenant-colonel Jean Gainteranya, le major Munyakazi Laurent, le capitaine Hakizimana, le commandant Nzabonimpa, le commandant Matsueno Mugabo, le lieutenant Habyarimana, le sous-lieutenant Nkurikiye, le sous-lieutenant Bizumuremyi, Bizimungu, Rusigi et Bikweno, l'adjudant Bukera, le sergent-major Nzamuye, Semahore, Kageme, Nsengimana et Ndikubwimana, ainsi que le sergent Bizimana, Bigirimana et Rukamata. Pour les personnes détenues à la brigade de Nyamirambo, les dossiers ont été confectionnés par le commandant Nzabonimpa, le major Munyakazi et le sergent Hitimana. Certains dossiers mentionnent qu'ils ont été arrêtés par des militaires. Pour la brigade de Gikondo, les gendarmes qui ont opéré aux arrestations sont les suivants. Le lieutenant-colonel Ngainteranya, le major Munyakazi, le major Rwarakabije, le commandant Nzabonimpa, le capitaine Hakizimana, le capitaine Habimana, le capitaine Munyawera, le lieutenant Nkurikiye, Barinda, Ntirugiribambe et Ndayisaba, le sous-lieutenant Ngororabanga, Muregwe Bikweno, l'adjudant-chef Ntawitonda, le sergent-major Dukurikizeyezu et le sergent Mudakekwa. Selon les indications portées sur les dossiers, la majorité des personnes interpellées ont été qualifiées de complices du FPR, tout simplement, nous l'avons dit, parce qu'elles étaient Tutsi, ou comme moment de l'arrestation, elles n'avaient pas sur leur carte d'identité ou leur permis de résidence. Il y a aussi des personnes qui ont été considérées comme complices du FPR sur les dénonciations de la population. Parmi tous ces interpellés, 3 seulement ont été en raison d'un chef d'accusation particulier. Le premier est Emmanuel Masengesho, qui travaillait à la Banque de Kigali. Il était accusé en complicité avec sa sœur Violette Murunwere, qui travaillait à l'Office rwandais d'information, d'avoir, soi-disant, collecté de l'argent pour le remettre au FPR. Il est mentionné dans le dossier que cet argent était déposé sur le compte de Masengesho et que les membres du FPR le retiraient dans une banque à Bujumbura. La deuxième personne s'appelait Hamisi Bazoza, qui était chauffeur à l'Onatracom. Il était accusé d'avoir tiré sur le camp militaire de Kigali avec une mitrailleuse à partir de Biryogo, quartier très proche de Sokan. Ces informations auraient été transmises par Kaitare, qui était lui aussi chauffeur à l'Onatracom. Il semble s'agir ici d'une pure délation contre un collègue qui pourrait être réduit à un conflit de personnes. La troisième personne accusée était Evariste Karissa, qui travaillait à Electrogaz comme responsable des réseaux électriques de la ville de Kigali. Il est mentionné dans son dossier qu'il a été dénoncé par le chef de station de Electrogaz à Kigali, Jonathan Ntirikwendera, et par Augustin Hakizimana, qui était chef de station à Gikondo. Ils ont fabriqué le mensonge selon lequel Karissa avait emporté toutes les clés des cabines d'électricité de Kigali Nord et de Kigali Sud et qu'il avait demandé à ses collègues de lui fournir la cartographie qui renseignait sur toutes les lignes électriques de la capitale Kigali. Quand ils ont refusé de lui donner ces renseignements, il se serait fâché. Ces détracteurs disaient qu'il avait l'objectif de couper le courant qui éclairait le camp militaire de Kigali. Il a été arrêté sur la base de cette seule accusation, fabriquée de toutes pièces qui n'étaient étayées d'aucune preuve matérielle. Entre 1990 et 1994, la gendarmerie rwandaise s'est aussi illustrée en permettant des cas de violence contre des civils, plus particulièrement Tutsis, en toute impunité. Le 9 février 1993, dans son numéro 4, le journal Le Flambeau, proche de l'opposition, a expliqué, photo à l'appui, que les militaires français se battaient aux côtés de l'armée rwandaise contre le FPR dans le nord du pays. Pendant la journée, un gendarme français, le major Courrière, détaché auprès du service de police judiciaire de la gendarmerie rwandaise, s'est rendu au siège de la rédaction de ce journal pour harceler violemment les journalistes et leur intimer l'ordre de lui révéler l'identité de la personne qui les avait informés et fournir les photos des Français pris sur le champ des opérations militaires. Le rédacteur en chef du journal, Rangira Adrien, a immédiatement appelé au secours le groupe d'observateurs militaires neutres de l'Organisation de l'Unité africaine qui est intervenu et a prié le major Courrière de laisser les journalistes faire le travail en toute indépendance et sans aucune entrave. Mais le major français n'en est pas arrêté là. Il s'est rendu au laboratoire photographique Photolab et a accusé 2 de ses employés Tutsi, Rudasingwa Jafet et Byukusenge Anne-Marie, d'avoir fourni les photos en question. Ces employés ont été amenés au bureau de gendarmerie qui était désigné sous le nom de criminologie pour y être battus et torturés. Et ils n'ont été libérés que grâce à l'intervention du comité international de la Croix-Rouge qu'avait alerté les familles. Précisons que la France avait envoyé au Rwanda des gendarmes français commandés par le colonel
Michel Robardet, chargé notamment d'utiliser la technologie informatique pour dresser la liste des complices présumés du FPR, tout en mentionnant les ethnies. Ces listes ont été ultérieurement utilisées par les tueurs pendant le génocide en 1994. Le 22 novembre 1992, 43 habitants de la cellule de Nyakabanda à Kigali ont adressé une lettre au Premier ministre pour alerter sur les massacres commis par les partisans du MRND et de la CDR dans cette cellule. Cette lettre décrivait les persécutions dont étaient victimes depuis des mois les Tutsis et les Hutus des partis d'opposition. Elle signalait que depuis juillet 1992, de nombreux actes de cette nature avaient été perpétrés par une section des Interahamwe qui se nommait Inyange Doremera, Inyange Zaremera. La lettre indiquait enfin que le pouvoir laissait faire les tueurs parce que même lorsqu'ils étaient arrêtés, la gendarmerie ne les détenait pas longtemps. Voici quelques extraits de cette lettre. Je cite. Un peu de mots. Nous voudrions porter à votre connaissance, Excellence le Premier ministre, les horreurs que ces Inyange commettent contre la population de la cellule de Nyakabanda depuis juillet. Le 27 septembre 1992, les Interahamwe ont lancé une attaque contre les nommés Ngoga, Siriake Muniga-Ntama et Rukia Urayeneza. Ils ont vandalisé les domiciles parce qu'ils sont Tutsis. 9 locataires des maisons appartenant à Ngoboka ont été pourchassés sous prétexte qu'ils étaient hébergés par un complice du FPR. Le 28 septembre 1992, un Interahamwe appelé Paul Zikanga, instructeur des Inyange, a été arrêté avec une grenade au moment où il était dans un bistrot dans lequel il avait clamé maintes fois que les habitants de la cellule de Nyakabanda ne comprenaient que le langage de la grenade. Il a été arrêté par les gendarmes de la brigade de Remera, mais quelques jours plus tard, il a été tout simplement relâché. Et il continue à troubler la sécurité, on ne le punit pas. Le 22 octobre 1992, les Interahamwe commandés par Bernard Dusingizemungu ont saccagé les maisons de Bazirisa, Eliane Mukankusi, Ambroise Agent la douane, Bernard Sinome Mirenge, Boniface Zabatunga, Claude Micheline. Après cet acte de vandalisme, ils ont été chassés de leur domicile. Ces Interahamwe ont précisé qu'ils étaient victimes de leur appartenance ethnique Tutsi. Le 4 novembre 1992, les Interahamwe ont détruit les maisons de Nathalie Mukamurera, Solange Nyirabahima, Philomène Mukakimenyi, Donatille Mukamurera et Maniraguha. Ils les ont pillés et ces 5 personnes ont été chassées de leur domicile. Lorsque le commandant de ces Inyange, Aloys Nyirabatware, s'est rendu compte qu'il était honni par la population, même s'il jouissait de l'impunité, il a par stratégie prêté des Inyange à Thomas Kabonabake, journaliste à l'écho de Mille-Collines, qui était déterminé à provoquer des troubles et à verser le sang des opposants politiques. Thomas Kabonabake a la capacité de nuire. Comme il le clame tout haut, il dispose de 80 Interahamwe et il suffit d'un seul coup de sifflet pour les attraper. Imaginez quelqu'un qui héberge et nourrit chez lui plus de 10 Interahamwe majoritairement composés de bandits, alors que lui-même n'a pas d'emploi reconnu et que son soi-disant journal est invendable. Actuellement, ces Interahamwe ont érigé une barrière sur la route devant chez lui. Depuis 18 heures, ils demandent les papiers aux passants qu'ils dépouillent de tout ce qu'ils ont sur eux. Nous voudrions vous relater en peu de mots quelques actes répréhensibles commis par lui. Le 6 octobre 1992 au soir, son épouse Judith Kawera a cherché querelle à son voisin Anter Nyirimana qu'elle a accablé d'injures. Elle a menacé de lancer contre lui une attaque d'Interahamwe. Après quelques minutes, elle a effectivement amené des Interahamwe qui ont voulu provoquer des troubles, mais personne n'a réagi à les provocations. Le 27 octobre 1992, sous la conduite de l'épouse de Kabonabake, les Interahamwe ont attaqué une veuve, sa voisine Sada, qui gère une boutique tout près. Ils l'ont terrorisée afin qu'elle déloge de ses lieux. Pour la convaincre du sérieux de leurs menaces, ils ont poignardé son employé au barbecue et l'ont abandonné agonisant. Tout ceci confirme les menaces que Kabonabake ne cessait de répéter. Nous avons minutieusement examiné ce problème. Nous avons constaté qu'il est complexe, car chaque fois que la commune a essayé de le résoudre, le parquet et la gendarmerie se sont mêlés. En ce qui concerne la gendarmerie, nous pensons que le problème est dû à l'attitude du commandement de la compagnie territoriale et de la brigade de Kichukiro. Les commandants disent publiquement qu'ils n'arrêteront jamais les Interahamwe. En effet, quand vous mènerez une enquête sur ces troubles, vous constaterez qu'aucun Interahamwe n'a jamais été appréhendé pour les actes qu'il a commis en dépit de la présence de gendarmes qui font la patrouille jour et nuit. Si vous constatez que nous disons des mensonges, nous sommes disposés à vous présenter nos excuses. Si nous revenons sur le fonctionnement de la commune, nous savons très bien qu'elle a arrêté beaucoup de gens qu'elle mettait à la disposition du parquet. Toutefois, le lendemain, celui-ci les relâchait et il revenait poursuivre les actes criminels. Parmi ces malfaiteurs, nous citons Vovo alias Zairwa, Ukundayezu alias Tencel, Paul Zikanga,
Nsengimana, Claude Kalisa alias Ajidan, Madeleine Uwamahoro alias Kabua, André Habyarimana alias Yayu, Jean de Dieu Kagabo alias Colonel Braddock, Gatabazi et bien d'autres. Nous n'oublions pas de vous signaler que le dossier de Kabo Nabake et de son épouse est dans les mains du parquet, mais rien n'avance. Nous ne comprenons pas pourquoi ils ne sont pas arrêtés et détenus car ils menacent chaque jour la sécurité de la population. Le 13 novembre 1992, Kabo Nabake en personne a fait tuer le premier sergent-major Balthazar Munyampanzi par l'intermédiaire d'une unité de la garde présidentielle commandée par le lieutenant Turatsinze, au vu et aussi de tout le monde. Fin de citation. De pareils cas, exprimés dans une lettre rédigée par les habitants d'une seule cellule de la ville de Kigali, illustrent l'ampleur des violences, du terrorisme et des massacres commis par les Interahamwe avec l'appui des instances de gendarmerie qui, normalement, devaient assurer la paix et la sécurité des civils. Le 4 septembre 1992, les massacres qui sont commis dans la commune de Kicukiro ont donné lieu à une réunion de la haute hiérarchie de la gendarmerie du Rwanda, dirigée par le général Nderimana. Les personnalités suivantes y participaient. Le bourgmestre de Kicukiro, Evariste Gassamagera, le major Jean-Marie Vianney Nzapfakumunsi, commandant de la gendarmerie de la ville de Kigali, le major Innocent Bavugamenshi, commandant de la compagnie quartier général, le commandant Pierre Claver Karangwa, chargé des renseignements à la gendarmerie, le capitaine Ildefonse Mugiraneza, officier de renseignement à la gendarmerie, le lieutenant Vincent Karekezi, commandant du peloton d'intervention et de discipline, le lieutenant Léon Mozayo, officier et rapporteur de la réunion. La réunion a admis que l'insécurité prévalait dans la commune de Kicukiro et que les assassinats commis avec des armes étaient très fréquents, surtout dans les quartiers de Gatenga, Gikondo, Kicukiro Centre, près de Roprovia et Zinia. Parmi les malfaiteurs, il a été constaté que certains portaient la tenue militaire, en particulier à Gikondo. Le bourgmestre a révélé que le commandant était le nommé Mhangare, mais il n'a pas expliqué pourquoi il n'a pas été arrêté et détenu alors qu'il était bien identifié.